Alors, bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence consacrée aux enjeux de durabilité de l'alimentation. Nous sommes en compagnie de Julien Foss, expert alimentation et biodiversité à France Stratégie, qui va aborder ces différents enjeux en 3 temps. D'abord les enjeux sociétaux, ensuite les enjeux économiques et enfin les enjeux environnementaux. Bonjour à tous. Alors, quand on parle d'alimentation, il y a effectivement plusieurs enjeux de durabilité qu'on peut aborder. En tout premier lieu, les questions sociétales, ce qui relève en fait de la manière dont on mange et de ce que l'on mange. Parmi ces enjeux, le premier point que je souhaitais évoquer est l'enjeu civilisationnel et culturel. Ce n'est sans doute pas celui auquel on pense spontanément en premier, mais il est déterminant lorsqu'on souhaite élaborer des politiques publiques faisant évoluer les modes de production et les modes de consommation alimentaire. Ce que l'on mange, la manière dont on le mange, nos goûts, nos peurs alimentaires sont directement liés à notre éducation familiale, à notre culture au milieu dans lequel on a évolué. Et autour de l'alimentation, qui est une fonction biologique en soi, s'est construit progressivement un fait alimentaire extrêmement riche. Ce sont des éléments qui sont très bien décrits dans la littérature scientifique, et je pense notamment à l'omnivore de Claude Fischler, qui est l'un des principaux sociologues et anthropologues de l'alimentation. Par conséquent, si on veut faire évoluer les modes de consommation, il est important d'inclure et de prendre en considération cette dimension civilisationnelle et culturelle. Le fait alimentaire, par ailleurs, a connu un grand nombre de transitions, les 2 dernières étant liées avec, dans les années 50-60, l'apparition de nouveaux modes de conservation, notamment les modes de réfrigération, qui ont modifié notre manière de manger. Et puis plus récemment, avec la mondialisation des échanges notamment, qui nous permet aujourd'hui d'accéder à des aliments qui viennent de l'autre bout du monde, là aussi des modifications extrêmement fortes de nos modes de consommation alimentaire. Alors cette question de la mondialisation, liée à l'alimentation et à l'agriculture, elle comporte également une dimension géopolitique extrêmement forte. On peut prendre comme exemple en 2008 les émeutes de la faim qui se sont déroulées dans un grand nombre de pays sur différents continents, en Égypte, au Sénégal, en Haïti, en Indonésie. Ces émeutes étaient liées à la hausse du cours de la farine, la hausse du pain, lui-même lié à la hausse du cours des céréales et des difficultés d'ordre mondial d'approvisionnement. Plus proche de nous, en 2014, il y a eu un embargo russe qui a été décidé sur un certain nombre de productions agroalimentaires, notamment sur le porc. Cet embargo faisait suite aux mesures qui avaient été mises en place par l'Union européenne suite à l'annexion de la Crimée par la Russie. Cet embargo a eu des conséquences directes sur l'agriculture française et a été un des éléments qui a accentué la crise que la filière porcine rencontrait à cette époque. Parmi ces éléments et ces enjeux sociétaux qu'on peut évoquer, il y a la question éthique à travers notre alimentation. C'est notre relation à la nature qui est interrogée. Ça passe notamment par toutes les questions liées aux biotechnologies, aux organismes génétiquement modifiés, aux nouvelles techniques de sélection végétale, qui posent la question de la capacité de l'homme de modifier ou non la nature, et qui pose également la question de la manière dont on peut s'approprier cette nature avec toutes les questions relatives à la propriété intellectuelle de ces organismes génétiquement modifiés, aux échanges de semences, notamment les semences paysannes. Le deuxième enjeu éthique que l'on peut évoquer ici, c'est bien évidemment lié au bien-être animal. On l'oublie un peu, on est dans une société très urbanisée, mais les aliments d'origine animale proviennent d'animaux vivants qui sont tués. Et cette phase-là est aujourd'hui relativement méconnue, ou tout du moins cachée. C'est notamment les vidéos de L214 sur les conditions d'abattage d'un certain nombre d'animaux qui les pointent et qui les remettent à l'ordre du jour. Dans les enjeux sociétaux, l'autre point important que l'on peut évoquer est l'enjeu de l'accès de la population à l'alimentation. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui est en situation globale d'autosuffisance alimentaire, mais néanmoins, il y a environ 4 millions de personnes qui, chaque année, vont avoir accès à l'aide alimentaire, soit de manière ponctuelle, soit de manière beaucoup plus pérenne.
Parmi ces 4 millions de personnes, beaucoup de mères célibataires, de personnes handicapées, de retraités qui ont peu de revenus ou de chômeurs. Et cet enjeu sociétal, il est important également à appréhender lorsqu'on parle des systèmes alimentaires. Le dernier enjeu sociétal que je souhaitais évoquer rapidement, c'est l'enjeu de santé publique. Il y a des questions d'ordre nutritionnel ou liées à la sécurité sanitaire qui peuvent être posées. Tout d'abord avec l'obésité. Aujourd'hui, c'est 15% des adultes en France qui sont atteints d'obésité. Cette obésité a des conséquences en termes de maladies intercurrentes. C'est notamment le cas des diabètes de type 2. C'est environ 3,3 millions de personnes qui sont traitées en France chaque année. Et ce diabète a un coût. Ces maladies intercurrentes et cette obésité a un coût qui est globalement évalué, selon une étude récente de la Direction générale du Trésor, à environ 20 milliards d'euros par an. Autre enjeu d'ordre sanitaire, c'est lié à l'ensemble des risques, qu'ils soient biologiques ou chimiques, présents dans l'alimentation. Il y a les toxi-infections alimentaires, le cas des intoxications liées aux salmonelles dans le lait pour bébé récemment a fait l'actualité. Et puis, il y a toutes les questions liées aux risques chimiques, liées au mode de production, avec les risques liés aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides, et les risques liés aux nanomatériaux, aux nanoparticules qui peuvent rentrer dans la composition ou dans les process de transformation agroalimentaire. Donc, si on se résume, Julien, on peut dire que l'alimentation est à la jonction de plusieurs enjeux sociétaux, notamment géopolitiques, éthiques, sociaux, sanitaires. Quid maintenant des enjeux économiques liés à l'alimentation? Alors, parmi ces enjeux économiques, le premier point, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure, qu'il faut relever quand même, c'est que nous sommes en France, dans un pays, en situation d'autosuffisance alimentaire. On produit globalement en France suffisamment en quantité et en diversité pour nourrir la population, ce qui n'est pas le cas de tous les pays aujourd'hui. Cette autosuffisance a été permise par une très forte augmentation, une très forte hausse de la production agroalimentaire en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça s'explique notamment par le progrès technique. Cette production a été globalement multipliée par 2 en 50 ans pour l'agriculture, par 2,5 en ce qui concerne les industries agroalimentaires. C'est la courbe verte que l'on observe sur le petit graphique qui vous est présenté. La France aujourd'hui reste le premier producteur agricole en volume de l'Union européenne et c'est un point important à prendre en considération. Le secteur agroalimentaire et agricole reste un secteur économiquement important en France. Les industries agroalimentaires, c'est le premier secteur industriel, on a un peu tendance à l'oublier. C'est un chiffre d'affaires annuel de 171 milliards d'euros, c'est près de 400 000 salariés, c'est plus que ce qu'on a dans l'industrie automobile ou dans l'industrie aéronautique. Au-delà des industries agroalimentaires, alors qui se caractérisent par essentiellement un tissu de petites et moyennes entreprises qui sont réparties globalement sur l'ensemble du territoire, il y a la profession d'agriculteur, c'est 750 000 emplois permanents aujourd'hui en France, et cette part de l'agriculture dans l'emploi agricole est en recul constant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On était à plus de 30% de la part de l'emploi agricole en 1955, on est environ à 4% aujourd'hui. Cette profession agricole, elle présente une particularité qui est largement relayée dans la presse, c'est celui de la très grande variabilité des revenus des agriculteurs. Très grande variabilité interannuelle et très grande variabilité en fonction des types de production. Sur ce petit graphique, vous avez l'évolution du revenu courant avant impôt, c'est l'équivalent en gros du revenu net des agriculteurs, en fonction des types de production. Sur la courbe rose, vous avez l'évolution de ce revenu pour les producteurs de porc, c'est un peu l'archétype de ce que l'on décrit en termes de variabilité de revenus. On observe sur cette courbe qu'en moyenne, les agriculteurs, certaines années, vont dégager plus de 50 000 euros de revenus, et puis 2 ou 3 ans après, il va y avoir une chute des cours et une chute des revenus extrêmement forte, avec un revenu moyen, nul, voire négatif. Ça s'explique par la variabilité de la production en réponse à l'évolution des cours,
C'est un phénomène donc, qui est très bien décrit en porc, et c'est un phénomène qui aujourd'hui tente à se généraliser pour d'autres types de production. Je pense notamment aux producteurs de céréales et d'oléoprotéagineux. C'est sur le graphique la courbe jaune. Traditionnellement, les revenus des céréaliers étaient en moyenne supérieurs à ceux des autres agriculteurs, mais on observe depuis maintenant une dizaine d'années une très grande variabilité de ces revenus qui s'explique par la volatilité des cours au niveau mondial, par des phénomènes de spéculation au niveau mondial qui engendrent là aussi une très forte variation des revenus de ces agriculteurs, ce qu'on n'observait pas jusqu'à présent. En moyenne, pour 30% des exploitations, le salaire moyen donc, des agriculteurs est inférieur à 350 €, donc ce qui est très faible, notamment pour les éleveurs bovins, allaitants ou laitiers. Et puis l'autre point qu'on peut souligner, c'est que dans ces revenus, il y a une part importante d'aide publique liée à la politique agricole commune. Pour l'exercice 2016, on estime que c'est 25% des exploitations agricoles qui auraient vu leur chiffre d'affaires devenir négatif si on avait enlevé les aides de la PAC. Donc là encore, Julien, si on se résume, on peut dire que l'agriculture est un secteur qui produit de plus en plus en valeur et en volume, mais avec de moins en moins d'emplois et des revenus faibles, voire parfois insuffisants pour les exploitants. Maintenant, que peut-on dire des enjeux environnementaux liés à notre alimentation? Alors, ces enjeux environnementaux, c'est le point sur lequel je vais le plus insister. Ils sont très nombreux et variables. Le premier d'entre eux qu'on peut évoquer, c'est la question des pertes et gaspillages alimentaires. Chaque année, en France, par habitant, c'est environ 150 kg d'alimentation qui, si on cumule tout ce qui est perdu de la production primaire jusqu'au frigo du consommateur, c'est 150 kg qui sont jetés, gaspillés. Ça représente 10 millions de tonnes par an. Ça équivaut à 15 millions de tonnes équivalent dioxyde de carbone. C'est 5% des émissions de la France. Au niveau mondial, c'est aussi un chiffre énorme. Si on cumule toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux pertes et gaspillages, eh bien, le gaspillage alimentaire est le 3e émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine. C'est un chiffre qui est énorme et sur lequel il existe un certain nombre de leviers d'action. Toujours sur cette question d'émissions de gaz à effet de serre, cette fois la question du changement climatique, le secteur agricole est un secteur qui émet environ 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Alors généralement, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, on pense au méthane qui est produit par les ruminants, notamment par les bovins. En fait, ce n'est pas la première source d'émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. La première source, ce sont les fertilisants, les engrais azotés, qui vont produire du protoxyde d'azote, N2O. Ce protoxyde d'azote, il a un pouvoir réchauffant énorme, il est 300 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Et c'est en fait l'un des éléments qui explique le plus ces émissions de gaz à effet de serre. Les engrais azotés vont avoir d'autres impacts sur l'environnement, en termes de pollution des eaux, en termes d'altération de la qualité de l'air. Entre 1972 et 2015, les quantités d'azote minéral sont passées de 1,6 million de tonnes à 2,2 millions de tonnes, alors que dans le même temps, les surfaces agricoles fertilisables ont diminué de 11%. On voit donc qu'il y a eu une intensification de l'utilisation de ces engrais azotés avec des répercussions en termes de qualité de l'eau et en termes d'atteinte à la qualité de l'air. L'autre point que l'on peut évoquer ici, c'est la question de l'utilisation des pesticides avec des risques sanitaires que j'ai évoqués tout à l'heure, risques sanitaires pour les agriculteurs qui utilisent ces pesticides et également pour les consommateurs puisque ces pesticides vont présenter des résidus qui sont présents dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. La France est un gros consommateur de pesticides, alors ça s'explique par le fait que la France soit une grande puissance agricole. On peut évaluer la consommation de pesticides par le biais d'un indicateur qui s'appelle le NODU, le nombre de doses unités, qui est un indicateur intéressant parce qu'il tient compte à la fois de la quantité de pesticides utilisés et également de la toxicité des substances actives présentes dans ces pesticides.
Ce nodule est enregistré depuis 2009 et on observe en fait une augmentation légère, mais une augmentation de l'utilisation des pesticides en France, évaluée en nodule, comme on peut l'observer sur le petit graphique que vous voyez donc apparaître à l'écran. On a donc une consommation de pesticides qui perdure, malgré un certain nombre de plans qui sont mis en œuvre, et notamment le plan Ecophyto. L'autre point important à évoquer quand on pense aux impacts environnementaux liés à l'agriculture, eh bien, c'est la question des sols. Il y a la question tout d'abord de l'érosion des sols qui peut être liée aux pratiques agricoles ou à la présence d'infrastructures agroécologiques qui vont éviter cette érosion. Le GIS Sol, le groupement d'intérêt scientifique Sol qui est hébergé par l'INRA, estime à 18% des terres agricoles les terres soumises à des risques d'érosion moyens à fort, ce qui est important. Il y a la question également de la biodiversité des sols, qui est illustrée ici sur cette petite photo. Dans les sols et dans les terres agricoles, eh bien, il y a beaucoup de micro-organismes qui vont avoir un rôle fondamental dans le maintien du potentiel productif de ces terres. Et si on utilise des pesticides notamment, si on a un certain nombre de pratiques agricoles, il va y avoir une altération de cette biodiversité et donc du potentiel de production. Et puis ensuite, il y a la question des pertes de terres agricoles, de l'artificialisation de ces terres liées à l'urbanisation notamment, ou à la reforestation des terres agricoles. Il y a un chiffre qui est assez parlant. On estime que tous les 7 ans, c'est l'équivalent d'un département en surface de terres agricoles perdues chaque année en France. L'autre point important, eh bien, c'est celui de la biodiversité. Il y a un grand nombre de travaux scientifiques qui montrent qu'à l'échelle mondiale, on est à l'aube d'une 6e extinction, c'est-à-dire d'une extinction de biodiversité équivalente à la disparition des dinosaures, donc une extinction massive. Et l'agriculture présente la particularité d'être l'un des facteurs explicatifs de cette extinction, mais aussi d'apporter un grand nombre de solutions pour limiter l'érosion de la biodiversité. Par le biais de l'installation d'infrastructures agroécologiques, des haies, la préservation de zones humides, l'agroforesterie, c'est-à-dire la plantation d'arbres dans les terres agricoles, et puis également par le biais des pratiques agricoles elles-mêmes, quand on diversifie les cultures, quand on joue sur la rotation des cultures, quand on limite l'usage des pesticides, quand on a des modes de production d'élevage extensifs, eh bien, on va contribuer à la préservation de cette biodiversité. Donc en clair, Julien, vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas une fatalité. Visiblement, on peut agir sur ces impacts. Donc du coup, on a envie de demander de quoi est-ce qu'ils dépendent, ces impacts, concrètement. Alors, bon, c'est toujours difficile dans une présentation courte de rentrer dans le détail, mais tous ces impacts sont très variables en fonction, bien évidemment, du type de production. Si vous avez des modes de production conventionnels qui vont consommer des pesticides, des engrais de synthèse, des modes d'élevage plus intensifs, les impacts environnementaux vont être différents de celui de l'agriculture biologique, par exemple, au niveau duquel il n'y a pas d'utilisation de pesticides de synthèse. Il va y avoir d'autres questions qui sont liées à l'utilisation, par exemple, du cuivre, ou les produits alimentaires issus de signes de qualité, les appellations d'origine protégée, par exemple, qui vont, dans leur cahier des charges, pouvoir comporter un certain nombre de critères environnementaux. Bien évidemment, les impacts environnementaux des aliments dépendent du mode de production de cet aliment. Si on a une production industrielle ou une production à la ferme, les impacts vont être différents. Ça va dépendre également de la logistique, du transport. Si vous avez un circuit court ou si vous avez un transport long, bien évidemment, les impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre vont être différents. Néanmoins, il faut bien retenir sur cette question particulière des émissions de gaz à effet de serre que le facteur le plus important dans l'ensemble du cycle de vie de l'aliment, eh bien, c'est la production primaire et pas le transport. Les impacts environnementaux dépendent également du mode de distribution, grande surface ou circuit court avec des AMAP, par exemple, et puis également du mode de consommation de l'aliment en restauration collective. Ça représente 40% des repas aujourd'hui, ou au niveau des foyers.
on observe au niveau des ménages parfois une tendance au gaspillage alimentaire, par exemple, qui est importante. Alors, tous ces impacts environnementaux varient en fonction des systèmes alimentaires, des modes de production. Ils sont également difficiles à évaluer ou à quantifier d'un point de vue économique. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés, notamment en 2015 par le Commissariat général au développement durable, qui s'était penché sur le coût des externalités environnementales liées à l'usage d'engrais azotés, en essayant de chiffrer les impacts en termes de pollution de l'eau, en termes de pollution de l'air, de changement climatique ou d'atteinte à la biodiversité. L'estimation globale, c'est qu'on était entre 900 millions d'euros et 2,9 milliards d'euros d'externalités par an en France. Une autre étude est intéressante, elle a été conduite par un collectif d'ONG en Grande-Bretagne en 2015, et elle visait à estimer les coûts cachés liés à l'alimentation, coûts cachés en termes d'impact biodiversité, en termes d'aide publique, et ils sont arrivés à une estimation de l'ordre de 1 pour 1. C'est-à-dire que lorsque le consommateur britannique achète pour 1 livre sterling d'aliments, il y a derrière 1 livre sterling de coûts cachés liés aux impacts sur l'environnement ou aux aides publiques versées à l'agriculture. Alors, merci Julien pour cet exposé des enjeux très complet. Et avant d'aborder la question des solutions ou des leviers d'action, nous allons faire place aux échanges avec une première question de Véronique qui nous demande comment expliquez-vous la volatilité des prix en croissance depuis 10 ans? Alors, aujourd'hui, on a quand même des marchés qui se sont largement mondialisés. Et il y a notamment pour les céréales des phénomènes de spéculation. Ça explique notamment pour ce secteur particulier cette volatilité des prix. Spéculation parce qu'il y a des marchés à terme et parce que l'alimentation est aujourd'hui un objet financier semblable à d'autres objets. Alors, c'est difficile de rentrer dans les détails parce qu'il faudrait prendre en fait type de production par type de production, pour lesquels donc, les impacts économiques et cette volatilité des cours est variable. Ça peut être lié également au coût de production en eux-mêmes, qui va expliquer que, notamment pour les fruits et légumes, eh bien, des fruits et légumes importés vont revenir moins cher que des fruits et légumes qui viennent de France. Mais globalement, c'est la mondialisation des échanges commerciaux liés à l'agriculture qui explique en partie cette volatilité des cours. Jordan nous demande aussi comment se situe la France au niveau européen en termes de gaspillage alimentaire par rapport aux autres pays, je suppose. Alors, globalement, les chiffres de gaspillage alimentaire sont à peu près semblables dans les pays développés. Il peut y avoir en fonction des modes de consommation et des pratiques alimentaires, bien évidemment, des variations dans ces pertes et gaspillages. Globalement, la France est plutôt un bon élève dans le sens où des plans et des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ont été mis en place. Ils passent notamment par l'éducation des enfants à l'école, par des actions qui sont mises en place en restauration collective. Donc il y a une action publique qui est relativement importante et donc la France est plutôt en bonne place. Alors, on a beaucoup de questions, mais qui vont peut-être aussi être plutôt dans la deuxième partie, parce que je vois que c'est plutôt du côté des solutions et des leviers. On a par exemple Elodie qui nous demande s'il y a des aides pour les agriculteurs qui souhaitent se convertir au bio. Alors, est-ce que tu préfères aborder ça dans la deuxième partie ou répondre à Elodie? Je peux y répondre tout de suite. Oui, il y a des aides. Il y a deux types d'aides. Il y a les aides à la conversion, c'est-à-dire qu'on va financer pendant 3 à 5 ans l'agriculteur qui va changer de pratique. Tout simplement parce que ce changement de pratique, c'est une prise de risque pour l'agriculteur et également parce que, bien évidemment, il va moins produire et que durant cette phase de transition, il faut l'aider à assurer ses revenus. Et puis, il y a des aides au maintien, en fait, qui étaient prévues et qui sont sans doute aujourd'hui amenées à être rediscutées. Ces aides au maintien permettent également de rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteurs bio et constituent un élément de revenu important.
Enfin, François nous demande, est-ce que les aléas climatiques ne participent pas significativement à la volatilité des prix de production? Alors oui, effectivement, si vous avez des aléas extrêmement forts, notamment pour un certain nombre de productions végétales, vous allez avoir des réductions assez importantes de production et donc des hausses des cours. Vous pouvez avoir aussi, à contrario, de très bonnes années de production. Et donc, cette volatilité peut s'expliquer, notamment pour ce qui relève des diminutions de production agricole, par les aléas climatiques, en effet. Et donc, on peut considérer que dans les années à venir, ces aléas vont s'accentuer et vont être à l'origine d'une augmentation de ces risques de volatilité des cours pour les agriculteurs. Est-ce qu'on a le temps pour une question en plus? Oui. Alors, on a une question de Clémence qui nous demande la part entre les cultures à destination de la nourriture pour le bétail et celle pour l'alimentation humaine. Est-ce qu'on a des proportions, des chiffres qui pourraient départager un peu ce qui a le plus d'impact sur l'environnement? Alors, sur les chiffres, ils existent sans doute, mais je ne les ai pas en tête, donc je pourrais éventuellement y répondre ensuite par mail. La question qui est sous-jacente, c'est la question de l'impact en fait de l'alimentation animale dans une optique d'augmentation de la population mondiale. Faut-il mieux produire pour l'humain directement ou faut-il mieux produire pour les animaux qui ensuite vont nourrir l'être humain? Alors, il y a un grand débat sur cette question parce que les animaux, notamment les ruminants, vont avoir des impacts sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais ils vont également jouer un rôle important dans la préservation d'un certain nombre d'écosystèmes. Donc, ce n'est pas une question de tout ou rien, ce n'est pas la question substituons les protéines animales par des protéines végétales, c'est quel équilibre trouver pour, à terme, avoir un élevage en quantité suffisante pour assurer le maintien d'une agriculture qui préserve les ressources naturelles et qui soit respectueuse de l'environnement. Donc c'est une question qui est difficile à chiffrer, difficile à quantifier et qui pose également un certain nombre d'enjeux d'un point de vue éthique et d'un point de vue économique. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suite puisqu'on aura à nouveau un temps d'échange tout à l'heure. Donc merci à tous pour ces questions. Merci Julien pour tes réponses. Donc nous allons maintenant essayer de voir comment on peut concilier les attentes sociétales, les enjeux économiques et les défis environnementaux. Alors, on l'a vu, les enjeux sont nombreux, ils sont variés. Et en fait, pour essayer d'y répondre de la manière la plus conciliante ou la plus intelligente possible, il faut en fait proposer une vision systémique de l'alimentation, c'est-à-dire travailler sur des systèmes alimentaires. Ils ont été définis d'une manière différente, mais l'une des définitions qui est aujourd'hui le plus largement utilisée est celle de Malassi. Le système alimentaire, c'est l'ensemble des activités qui concourent à la fonction alimentation dans une société donnée. Cette notion de société donnée est importante puisque cela rejoint la dimension civilisationnelle, sociologique que j'évoquais en tout début de présentation. Aujourd'hui, si on veut avoir une analyse qui est rapide et un peu caricaturale, le système alimentaire dominant en France est un système conventionnel qui assure globalement l'autosuffisance du pays, mais qui s'accompagne d'externalités environnementales négatives. Il faut donc faire évoluer ces systèmes alimentaires vers des systèmes alimentaires plus durables. Alors, comment définir une alimentation durable? C'est là aussi quelque chose de compliqué scientifiquement. Il existe plusieurs définitions. Celle que je retiens, que j'utilise, c'est la définition qui est apportée par l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Une alimentation durable, c'est une alimentation qui repose sur des régimes qui contribuent à protéger et à respecter la biodiversité, qui est culturellement acceptable, on rejoint la question sociologique, qui est économiquement équitable, nutritionnellement sûre et saine, et qui permet d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Pour envisager ces systèmes alimentaires durables, il est donc indispensable de prendre en considération l'environnement,
l'agriculture et les modes de production agricoles qui, on l'a vu, vont avoir des externalités variables en fonction de ces modes de production, qui vont fournir une alimentation autour de laquelle s'est construite un fait social qui est particulièrement structurant. Alors comment tenir compte de ces interactions? Tout d'abord parce que l'environnement rend à l'agriculture des services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui garantissent à l'agriculture une partie de son potentiel productif. Cette agriculture produit des aliments autour duquel se construit des relations, un fait social important. Et l'idée avec cette transition écologique des systèmes alimentaires, c'est de jouer sur ce fait alimentaire pour pouvoir ensuite améliorer la qualité de l'alimentation, limiter les impacts de l'agriculture sur l'environnement et améliorer l'état de cet environnement. Pour atteindre cet objectif de transition et d'évolution des systèmes alimentaires, il est indispensable de lever un très grand nombre de verrous sociotechniques. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser dans ces systèmes alimentaires de manière cohérente tous les acteurs. Alors ça passe par une meilleure coordination de ces acteurs, par une meilleure interconnaissance, par un meilleur partage de la valeur entre les différents éléments des filières alimentaires. Pour lever ces verrous, il faut également jouer sur l'innovation, innovation organisationnelle ou technologique au niveau des systèmes de production agricole et également au niveau des procédés de transformation agroalimentaire. Et puis enfin, il faut permettre d'avoir un certain nombre de débouchés qui permettent aussi aux consommateurs de faire le tri entre les différents types de production, entre ceux qui impactent plus ou moins l'environnement. Ça repose sur une différenciation, une reconnaissance par le marché des différents types de production. Mais est-ce qu'on ne peut pas déjà dire que les lignes ont un petit peu bougé? Est-ce que les consommateurs n'ont pas déjà finalement fait évoluer leur mode de consommation? Alors oui, on observe un certain nombre de tendances d'évolution des régimes alimentaires. Tout d'abord avec les produits bio. C'est ce qui est représenté sur ce petit graphique qui représente en fait l'évolution en chiffre d'affaires du marché bio en fonction des circuits de distribution de 1999 à 2016. On était à 1 milliard d'euros en 1999, on est à 7 milliards d'euros aujourd'hui. Le secteur bio est l'un des rares secteurs agricoles à avoir un taux de croissance à 2 chiffres chaque année et on a de plus en plus de consommation de ces produits bio. On observe une autre tendance, c'est celle d'une moindre consommation de viande avec un effet de substitution qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'on consomme de moins en moins de viande rouge, on consomme plus de volaille, mais globalement, on consomme moins de viande. Alors, pour expliquer cela, il y a les questions de bien-être animal qui ont de plus en plus d'écho aujourd'hui dans notre société. Il y a la question du changement climatique, notamment pour les viandes rouges. Il y a une conscience citoyenne qui émerge et certains se posent la question de cette consommation de viande rouge. Et puis, il y a une tendance au véganisme, au flexitarisme, au végétarisme que l'on observe. Est-ce que c'est un effet de mode passager ou est-ce que c'est une tendance lourde? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. L'autre point important, c'est la manière dont on va pouvoir accompagner les consommateurs dans cette transition et comment on va pouvoir les éduquer. Alors cette éducation, elle se fait tout au long de la vie. Elle se fait à l'école tout d'abord. Sur cette petite illustration, vous avez un extrait d'un livre de leçons de choses qui date de 1958, dans lequel on apprenait aux enfants que les tomates, ça poussait en été et qu'il fallait mieux les manger en été. Cette question de la saisonnalité, c'est une question importante qu'on a un peu perdue de vue. Et le fait d'importer des tomates, d'en consommer toute l'année, c'est un impact sur l'environnement. L'information du consommateur, elle passe aussi par l'information qu'on peut trouver sur les produits alimentaires qu'on achète. C'est l'affichage environnemental, comme il y a un affichage nutritionnel. Cet affichage est prévu par l'article 90 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. C'est une démarche volontaire, non obligatoire, mais encadrée par l'État qui se met en place. Et elle permettra aux consommateurs de voir sur l'aliment qu'il achète quels sont les impacts en termes de cycle de vie de cet aliment.
L'autre point important, c'est jouer sur l'offre alimentaire en restauration collective, c'est 40% des repas. On a un engagement qui a été pris dans le projet de loi pour l'alimentation et l'agriculture qui a été présenté mercredi dernier en Conseil des ministres, atteindre 50% de produits bio, locaux ou issus de signes de qualité en restauration collective d'ici 2022, ce qui jouera bien évidemment sur les systèmes alimentaires. L'autre point à prendre en considération, ce sont les outils publics, notamment les aides de la politique agricole commune. C'est 9 milliards d'euros environ qui sont versés chaque année en France à l'agriculture. Mobiliser ces outils pour aller vers une transition des systèmes alimentaires, alors ça passe par une meilleure rémunération des services environnementaux rendus par les agriculteurs. On va les rémunérer plus lorsqu'ils préservent des haies, lorsqu'ils mettent en place des surfaces d'intérêt écologique ou des prairies permanentes. On peut aussi rémunérer préférentiellement les systèmes de polyculture élevage qui vont contribuer à reconnecter élevage et culture. On utilisera moins d'engrais chimiques et plus d'engrais organiques. Soutenir préférentiellement les exploitations autonomes et économes, plus diversifiées, plus résilientes également économiquement et environnementalement. On peut soutenir les filières bio, les filières légumineuses qui vont présenter un intérêt environnemental en captant l'azote. Et puis on peut aussi jouer sur les outils fiscaux en mettant en place des bonus-malus pour les pesticides et les engrais, c'est-à-dire qu'on va taxer une consommation importante de pesticides et d'engrais et on va utiliser le produit de cette taxe pour rémunérer les agriculteurs qui s'engagent dans des pratiques qui vont au moins consommer tous ces intrants chimiques. Bien évidemment, cela fonctionne que si et seulement si on accompagne en parallèle les agriculteurs vers l'agroécologie. Ça passe par la formation initiale, ça passe par les innovations organisationnelles, agronomiques, techniques. Ça passe par une séparation du conseil entre un conseil indépendant, en tout cas en ce qui concerne la vente de pesticides. Et puis, ça passe aussi par des dispositifs contractuels qui vont permettre aux agriculteurs de s'engager dans une transition agroécologique et de rémunérer cette prise de risque sur un temps long. Donc là, tu nous as parlé de toutes les politiques publiques à l'échelon national, mais du côté des territoires et des collectivités locales, il se passe des choses aussi, non ? Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les collectivités locales pour développer ce qu'on appelle les systèmes alimentaires territorialisés durables. Il y a eu une déclaration de l'Association des régions de France en 2014 en faveur de ces systèmes alimentaires, qui repose en fait sur une valorisation de filières de proximité. On va, dans ces systèmes, privilégier des agricultures familiales, des PME, des circuits alternatifs de commercialisation qui permettent à la fois d'ancrer l'emploi agricole et agroalimentaire sur le territoire et de mieux partager la valeur ajoutée. Ce qu'on observe dans la multiplicité d'initiatives observées, c'est le plus souvent des contrats longs qui permettent de garantir et de stabiliser les revenus sur un temps long pour les agriculteurs, et puis également des modes de production qui vont limiter l'impact sur l'environnement. Sur cette diapo, je passe très rapidement, mais il y a un exemple parmi beaucoup existant, c'est l'exemple de la métropole de Rennes qui a développé en fait des systèmes de production bio sur les aires de captage. Ce sont les terres agricoles qui entourent en fait les sources d'alimentation en eau. Si vous mettez de la bio, vous avez moins d'utilisation de pesticides et donc moins de coûts de traitement de ces eaux pour la collectivité. Et puis en parallèle, les produits bio qui sont produits sur ces terres vont directement alimenter les cantines scolaires. Donc on est sur du circuit court et ça présente un intérêt à la fois économique et environnemental. En conclusion, ce que je souhaitais dire rapidement donc sur toutes ces questions, c'est d'abord que nos choix alimentaires ont un impact sur l'environnement et que nos choix alimentaires permettent également d'orienter la structuration des systèmes alimentaires. Et ça, c'est un élément important. Aller vers plus de durabilité sous ces trois composantes, c'est un élément de refondation du contrat social entre agriculteurs et citoyens. On est dans une société de plus en plus urbanisée. Ce lien s'est progressivement distendu. L'autre point important à mon sens, c'est qu'il faut considérer les systèmes alimentaires comme des systèmes vivants, qui doivent être appréhendés comme des écosystèmes en équilibre. Et pour faire évoluer tous ces systèmes,
Et il n'y a pas de solution unique, mais un ensemble d'options qu'il faut mobiliser de manière coordonnée et conjointe. C'est les aides de la politique agricole commune, c'est la formation, c'est les outils du numérique, c'est le développement de l'agroécologie. Tous ces outils, tous ces instruments doivent répondre à une double exigence, celle d'une réduction des impacts environnementaux qui ont un coût pour la société, et une deuxième exigence qui est centrale, c'est celle de permettre aux agriculteurs d'être justement rémunérés de leur travail et leur permettre de vivre dignement sur l'ensemble du territoire français. Alors, merci pour cet exposé. On va reprendre, s'il nous reste un petit peu de temps, quelques questions. Alors, il y a une question à laquelle on va peut-être pouvoir répondre très rapidement, c'est celle de Yannick, qui nous demande s'il existe des repères pour trouver les produits les moins impactants. Et il me semble qu'on avait tout à l'heure justement la diapo qui nous donnait un petit exemple de label d'information aux consommateurs avec l'affichage environnemental. Donc, on peut peut-être... Alors, il y a effectivement un certain nombre de distributeurs, notamment, qui ont mis en place un affichage environnemental des produits. Ça tend à se développer de plus en plus. Alors c'est compliqué l'affichage environnemental parce que derrière il faut calculer les impacts selon le cycle de vie du produit. Techniquement c'est complexe, mais on trouve un certain nombre de produits aujourd'hui qui ont comporté des indications sur les impacts en termes d'eau, de qualité de l'air ou d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a Sabrina qui nous demande si on a une idée de l'impact CO2 des produits bio par rapport aux produits non bio. Alors, là aussi, c'est une question qui est complexe, en fonction de la manière dont on la calcule, en fonction notamment de la prise en compte ou non de l'empreinte gaz à effet de serre, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux produits importés qui vont servir à l'alimentation, par exemple, des animaux. Donc, globalement, les produits bio vont avoir moins de consommation d'engrais, moins de consommation de pesticides et donc moins d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En revanche, si on rapporte les émissions de gaz à effet de serre au kilogramme d'aliments bio produits, là on va avoir des chiffres qui sont moins favorables parce que les produits bio le plus souvent, d'abord sont moins gros, vont prendre plus de temps pour être cultivés, les animaux vont prendre un peu plus de temps pour grandir, pour pousser, et donc ramener au kilogramme produit, ça va avoir des impacts différenciés relativement importants. Donc c'est un sujet technique qui reste encore aujourd'hui à éclairer scientifiquement. Une petite précision de vocabulaire. Blandine nous demande qu'est-ce que le flexitarisme ? Alors le flexitarisme, c'est en gros une flexibilité dans l'utilisation, dans la consommation de viande. Alors, les végétariens ne mangent pas de viande. Les flexitariens, c'est ceux qui mangent moins de viande et qui vont de temps en temps manger végétarien et puis de temps en temps manger une entrecôte. C'est une tendance que l'on observe de plus en plus aujourd'hui. Augustin nous demande si on peut concilier un système agricole durable avec une politique d'exportation. En théorie, oui, à partir du moment où on a des débouchés, on a une différenciation. C'est-à-dire que si on a des produits qui sont moins impactants pour l'environnement et que le consommateur est prêt à payer pour ces produits moins impactants, eh bien, il y a des marchés sur lesquels on peut bien évidemment trouver des débouchés. L'un des exemples que l'on prend, c'est celui du marché de la bio. Aujourd'hui, on voit qu'il y a certains produits bio sur lesquels il y a une forte demande et au niveau français, mais on n'est pas en capacité de répondre à cette demande. C'est le cas, par exemple, de la filière porcine, pour donner un exemple parmi d'autres. Nelly demande si on a des chiffres plus particulièrement sur les pollutions liées aux pratiques de la viticulture. Alors oui, il y a des chiffres en fonction des différents types de production. Alors la viticulture, il y a deux sujets. Il y a l'utilisation de pesticides et puis il y a l'utilisation de la bouillie bordelaise qui est utilisée à la fois en viticulture bio ou en viticulture conventionnelle. Derrière, c'est le cuivre qui est utilisé, qui va se stocker au niveau des terres agricoles utilisées en viticulture et qui va avoir des impacts sur l'environnement, notamment sur la biodiversité des sols. Donc oui, on a des chiffres qu'on peut retrouver assez facilement dans la littérature scientifique. Alors, Élodie nous fait part plutôt de sa conclusion, donc ce sera en forme de question. Elle nous demande si c'est aux consommateurs, du coup, de faire remonter leur volonté de changement de modèle. Alors, les consommateurs
par leur acte d'achat, effectivement, ont un rôle à jouer. Ce n'est pas le seul et unique levier. Bien évidemment, il faut également accompagner cette transition, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut des politiques publiques qui aillent soutenir la transition écologique des systèmes alimentaires, mais effectivement, le consommateur peut, par son acte d'achat, jouer un rôle important. Et enfin, Jeanne nous demande si France Stratégie va faire un rapport sur cette question ou si on a déjà des travaux sur la question. Alors, il y a eu un billet de blog qui a été publié récemment sur cette question, et puis oui, il va y avoir des travaux engagés sur la manière dont on peut éclairer, caractériser ces différents leviers de transition des systèmes alimentaires, et notamment essayer de les chiffrer d'un point de vue économique. Eh bien, merci à tous. Le mot de la fin. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos questions. Et puis, eh bien voilà, n'oubliez pas que vous avez un rôle à jouer en tant que consommateur pour faire évoluer les systèmes alimentaires. Et donc, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette webconférence en replay, notamment sur notre site. À la prochaine. À la prochaine, à bientôt. Au revoir.